Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de discussion autour donc, des sujets marquant l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, qui sont des analystes, des hommes de médias. Avec eux, donc, nous allons revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité ici et ailleurs. Nous allons donc aujourd'hui parler d'abord de l'entretien du président du Faso, un entretien sur RFI, donc, qui a été en tout cas suivi par beaucoup de Burkinabés. Nous allons donc revenir sur les temps forts de cette interview-là. Et puis nous parlerons également des attaques qui ont eu lieu dans le Sénat. Une vingtaine de civils ont été donc tués par des hommes armés non identifiés. Nous revenons sur cette actualité. Et puis, troisième sujet, il s'agit des listes électorales, les listes déposées au niveau des législatives et de la présidentielle. Il y a des recours, nous allons en parler. Il y a des invalidations aussi des listes, nous allons en parler. Et puis, dernier sujet, c'est la Côte d'Ivoire où, pour la présidentielle, elle est quand même sous tension avec l'appel à la désobéissance civile. Et puis, le retrait de deux candidats importants, notamment Afi N'Guessan et Konan Bédié. Nous allons évoquer ces sujets-là avec mes invités. Premier invité, Faustin Évariste Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORAC. Merci d'être là, Évariste Concebo. Deuxième invité, Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste, le directeur de publication de l'Opinion. Merci d'être sur ce plateau. Et puis, le troisième invité, c'est Paz Yen. Paz Yen est donc juriste et consultant. Merci Paz d'être sur ce plateau. Pour la deuxième fois, je signale. Et puis, dernier invité, Parfait Silga. Il est journaliste, il est analyste. Merci Parfait d'être sur ce plateau. Nous allons donc en tout cas, discuter de ces importants sujets. Mais je voudrais quand même que nous parlions de ce 33e anniversaire donc, de l'assassinat de Thomas Sankara. Jusque-là, la question de justice reste posée. On dit que la justice avance à son rythme et que les autorités, notamment le Premier ministre, a dit qu'il faut suivre les pas faits par la justice. Et dans tous les cas, il y aura justice en fin de compte. Est-ce qu'il faut désespérer toujours? Parfait. Pazienne? Oui, 33 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, on parle toujours de Thomas Sankara. Je pense qu'aujourd'hui, Thomas Sankara est plus que jamais vivant. Et vous parlez de la question de la justice. Oui, nous avons appris que le juge d'instruction en charge donc du dossier a pris une ordonnance de renvoi devant donc la chambre de contrôle. C'est pour dire que l'instruction est finie. Donc, il a un certain nombre d'éléments et un certain nombre de personnes qui ont été inculpées. Maintenant, on va renvoyer cela devant la chambre de contrôle qui va se rassurer, si vous voulez, que le travail a été bien fait avant que cela ne puisse passer en jugement. Je pense que ça a pris son temps, mais le dénouement n'est plus loin et nous espérons pouvoir mieux comprendre dans cette situation ce qui est arrivé. C'est quand même un chef d'État qui a été tué. C'est bien pour l'histoire du Burkina Faso, c'est bien pour les parents, c'est bien pour tout le peuple burkinabé et toute l'Afrique, parce que Thomas Sankara n'appartient plus au Burkina Faso, ni à l'Afrique, il appartient au monde entier. Mais est-ce que finalement on se pose une question, et peut-être même ceux qui ne sont pas au Burkina forcément, 33 ans, avec toute cette ferveur sankariste et tout ce qu'on dit, tout le mouvement et tout ce qu'il y a, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Pourquoi jusque-là? Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Sankara, des gens ont tenté. Est-ce qu'il n'y a pas une politisation quelque part de ce dossier? Vous savez, il y a plusieurs personnes chacun tire Sankara de son côté. Comme certains aiment le dire, Sankara partout, mais Sankara nulle part. Certains qui l'utilisent comme, on va appeler quoi, un produit politique à vendre. Certains qui l'utilisent pour leurs intérêts particuliers. En tout cas, chacun est dans le sankarisme à sa façon, avec ses objectifs. Mais le plus important, c'est que Sankara devrait être, révéler une idéologie, une vision de l'Afrique panafricaine, une vision où chacun se sacrifie pour le développement de son État, une vision où c'est l'intégrité qui prend le dessus. Voici ce que moi je retiens de Sankara. Toute forme de Sankara, bon, je dirais que c'est partisan. Évariste, quoi, c'est bon? Vous voulez que je vous dise quoi sur ça? Parce que je n'ai pas la même lecture, je ne lis pas les choses avec passion. Est-ce que c'est la complexité du dossier? Est-ce que c'est la complexité du dossier qui fait que jusque-là, 33 ans après, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de justice? Ou est-ce que c'est plus la politisation, parce qu'on fait du commerce politique autour de tout ça? Mais vous savez, quand ce dossier m'évoque en fait une hypocrisie, que je dirais burkinabé, parce que tout le monde... on oublie comment est-ce que ce régime a été mis en place. Il est venu par l'épée, il est venu dans la violence. Et c'est certainement un régime qui a inauguré l'ère de la violence politique, l'intrusion de la violence dans la politique dans notre pays. Maintenant, ce qui s'est passé
Il ne fallait pas être devin pour savoir que le dénouement, n'est-ce pas, de ce cycle-là ne pouvait être autrement. Donc, moi, je pense certainement que le dossier n'est pas complexe, mais il y a des acteurs, il y a une telle grande imbrication. Les acteurs, il y a des acteurs qui sont toujours vivants. Et on ne peut pas faire la vérité. Moi, j'attends, depuis longtemps, je croise les doigts. Moi, je voudrais bien voir comment est-ce qu'on fera la vérité sur ce dossier, ce que tout le monde d'ailleurs souhaite. Et d'ailleurs, on déplore vraiment les morts tragiques, mais moi, les morts que je déplore, ce n'est pas forcément à partir du 15 octobre, mais même avant. Mais on déplore, pour moi, les morts se valent, mais je pense que la complexité est liée au fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont toujours présents et qui n'ont pas intérêt à ce que peut-être cette vérité-là se fasse un jour. Lengani, la même question. Bon, il faut d'abord se féliciter que le juge ait enfin fini son instruction et que la justice annoncée et recherchée est en train de se faire. Et je suis dans la même dynamique que Évariste et Paz pour dire que l'essentiel, c'est que vraiment on cherche ce qui s'est passé effectivement ce jour-là. Et je ne crois pas que ce soit un fait essentiellement de justice. Parce que Sankara, qu'on le veuille ou non, va au-delà de l'être humain cher qui est mort le 15 octobre pour incarner quelque chose, une idéologie, un passé de ce pays, pour incarner une histoire, une partie de l'histoire de Burkina Faso. Quand on regarde, Lengani, on a dit que le dossier n'avance pas parce que le pouvoir qui était là en place avant l'insurrection était le pouvoir lui-même qui était comme juge et partie à la fois. Mais aujourd'hui, sous la transition, le dossier a été donc remis au goût du jour. Et jusque-là, ça n'avance pas. Donc le problème, c'est à quel niveau? Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de la vérité ou est-ce que c'est vraiment la justice qui fait son travail et que c'est si lent, 33 ans après? Moi, je crois que la justice qui fait son travail, étant entendu que la vérité, moi, risque d'être beaucoup plus simple que les histoires que les gens se fabriquent pour se rendre héros eux-mêmes. Ce qui s'est passé le 15 octobre, les Burkinabés l'ont vécu. Et comme l'a dit Évariste, on voyait plus ou moins venir. Et j'ai écouté, il n'y a pas longtemps encore, une interview de Sankara où il parlait éventuellement d'un coup d'État contre lui. Et chacun peut lire ça à sa manière. Maintenant, la vérité qui va sortir, moi j'attends ce que la justice va dire, étant entendu que j'ai ma vérité à moi. Pour avoir été, et je le répète toujours, un fervent acteur de la révolution, depuis les premiers jours, même avant. Et donc, j'attends de voir ce que la justice va dire en tant qu'institution des événements du 15 octobre. D'accord. Parfait, Sylvain, un mot? Non, je pense que le plus important, quand on commémore le 33e anniversaire de la disparition de Thomas Sankara, c'est de savoir que le dossier a été clôturé et que très prochainement, on s'achemine vers le jugement de l'affaire. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Maintenant, vous savez que Sankara, c'est d'abord un homme politique et dont l'héritage est réclamé au-delà du Burkina. Donc, au mois de la célébration, le 15 octobre-là, pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment l'espoir d'une justice, l'espoir prochaine, en fait, d'un jugement de l'affaire, afin que, comme on le dit, qu'on puisse savoir ce qui s'est passé exactement. Mais pour moi, le jugement sera aussi le départ d'une nouvelle ère. Parce qu'il ne faut pas oublier, après, quand on saura ce qui s'est passé, certainement qu'il y aura aussi tout un processus. Parce que pour moi, ça ne va pas s'arrêter à la justice, ça ne va pas s'arrêter à la vérité, mais il faut qu'il y ait une autre étape par la suite. Aussi, quand on termine sur ce point-là, est-ce que Sankara finira avec un procès? S'il y a la vérité, s'il y a la justice, ça n'est fini de Sankarisme, ça n'est fini de Sankara? Parce que quand on regarde un peu le contenu aujourd'hui du Sankarisme, c'est comme la vérité de la justice. Non. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de référence. Est-ce que Sankara finit avec un procès? Non, justement. Je l'ai dit, Sankara, c'est d'abord un homme politique. C'est vrai, il y a eu des circonstances tragiques de sa mort le 15 octobre. Des circonstances qui ont peut-être mis un coup d'arrêt à une politique volontariste qu'il a menée pour le développement de ce pays.
Mais ces idées restent, ces idées sont éternelles. Je veux dire qu'aujourd'hui, comme on l'entend, comme on est en train d'aller de plus en plus, il faut qu'on évite de faire du Sankara D'accord. sans... D'accord. du Paz voulait Sankara, réagir comme on le rapidement, dit. Paz. Je voudrais réagir parce que quand Évariste Conservo dit que, on peut même dire que c'est pas Sankara que la violence est arrivée en politique, ça m'a fait sursauter quand même. Parce que c'est pas pour dire que l'homme a été parfait, parce que nul n'est parfait, mais je suis quand même surpris que cela puisse être avancé. Parce que c'est vrai, on va le dire, Thomas Sankara est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Tout de suite, au niveau du Mali, il y a eu un coup d'État sans effusion de sang. Est-ce que Thomas Sankara a tué quelqu'un pour arriver au pouvoir? Thomas Sankara a géré le pays avec intégrité en mettant en avant ce que certains appellent aujourd'hui le Burkini, c'était l'intégrité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas présenter ce Thomas Sankara-là aux yeux du monde comme étant un Thomas Sankara violent qui a amené la violence. Non. Mais est-ce que Pas sous la Révolution, il n'y a pas eu des gens qui ont été tués? Est-ce qu'il n'y a pas eu de morts, des assassinats? Est-ce qu'il n'y a pas eu de violence en politique sous la Révolution? Pas que ce soit Sankara qui l'ait fait, mais est-ce que sous la Révolution, ça n'a pas existé? Parce que nous parlons de Sankara. Nous Oui, ne sommes bien pas en sûr, train de parler de la Révolution. il Parce que était les le président du CNR. Les acteurs de la Révolution, ce sont les mêmes acteurs qui sont retrouvés après Sankara et qui sont restés pendant 27 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler certainement de Sankara. Si vous voulez que nous parlons de la Révolution, nous allons parler de la Révolution. Nous parlons de Sankara lui-même. Mais il y a un nous parlons lien, de non? Sankara. Sankara est Justement, il y a évoqué le par la lien. Révolution. Parce que c'est quoi? Sous la Révolution, on peut dire oui, tout ce qui est arrivé comme dérive, il est le premier responsable là-dessus. Et lui-même, il a dit oui, parce que je suis le premier responsable. Je ne dis pas que je gère sans faire des fautes. Nous commettons 1000 erreurs, mais au moins nous arrivons à faire des avancées. Pas pour dire que sous la Révolution, non, la Révolution était parfaite. Lui-même, il a dit, il a reconnu. Certains ont profité même de la Révolution pour se faire des règlements de compte. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il a voulu qu'on prenne peut-être une petite pause pour pouvoir régler cela. Je suis d'accord, il peut y avoir, on va appeler cela des insuffisances, mais aujourd'hui, l'image que Sankara a, c'est l'image du Burkina qui se reflète. Donc nous avons intérêt, peut-être, à présenter la bonne image de Sankara que plutôt essayer de le présenter comme étant le Sankara violent. D'accord. Vous voulez dire quelque chose? Très rapidement, Lengani est parfaitement. Moi, en principe, je respecte la position des gens, mais même avec un revolver sur la tempe, vous ne pouvez pas m'amener à changer mes convictions. Sankara n'est pas, c'est pas mon idole. Et ce n'est pas vous qui allez venir me faire changer mes convictions. Voilà, donc voilà. C'est ce que j'ai à dire, c'est tout. Le reste. Il dit que Sankara a introduit la violence en J'ai dit politique. le CNR. Il a dit Sankara. Le CNR qui était à la tête. Non, pas le CNR. Même si c'est le CNR, moi, je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Avant le CNR, il y a eu quand même des actes. D'accord. Alors, mais tout ça ici, je posais la dernière question. Est-ce que Sankara finit avec le procès? Parce que quand on regarde le sankarisme, des gens aujourd'hui, des acteurs politiques, etc., on ne voit rien dedans si ce n'est justice et vérité. Est-ce que ça veut dire qu'après la vérité, la justice... Pour certains, il y a du mercantilisme derrière. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, par exemple, on a dit Sankara n'appartient plus à sa famille ni au Burkina. Chacun essaie de tirer Sankara à son avantage. Mais ce que nous devons retenir, c'est que c'est quelqu'un qui a incarné l'intégrité, le sacrifice, l'amour pour sa patrie, pour l'Afrique. C'est ce qu'il faut retenir de Thomas Sankara. Maintenant, aujourd'hui, chacun essaie de tirer la couverture de son côté pour pouvoir présenter une belle image. Ça, c'est un autre débat. D'accord. Lengani? Moi, ce qui me gêne dans le sankarisme, c'est vouloir faire... Est-ce qu'il y a du sankarisme, justement? La question, c'était ça. Est-ce qu'il y a du sankarisme? Il y a des sankarismes. Étant entendu que Sankara lui-même, comme l'a dit Paz, avait décidé de mettre un frein à la révolution. Ça veut dire que ceux qui déifient la révolution doivent comprendre que Sankara lui-même a compris à un certain moment donné que la manière dont la révolution avançait, c'était plutôt contre le peuple. Et a décidé de mettre un frein sur certains éléments. Mais il y a des gens aujourd'hui qui n'ont rien compris et qui déifient tout ce que Sankara a fait. Sankara lui-même le connaît, comme il l'a dit, qu'il y a eu des erreurs. Et c'est à nous, Burkinabés, de savoir ramener ce qui nage là sur les réalités. À savoir que nous savons que Sankara est un grand homme politique. Il a apporté beaucoup à notre pays, mais attention, il ne faut pas le déifier au point de nier les autres. Et je refuse de faire du sankarisme sur le dos des autres Burkinabés qui ont participé à la révolution. Moi, j'ai participé à la révolution. Mais je ne me reconnais pas du tout dans le sankarisme d'aujourd'hui, pas du tout. Au contraire, et si on remarque même tous les sankaristes qui ont participé à la gestion du pouvoir, ils se sont montrés les plus négatifs en termes d'intégrité. On peut citer des noms, de la Barbie jusqu'à ceux qui n'en ont pas. Mais je dis, tout simplement, il faut
qu'on cherche les hommes gardés. Merci. D'accord. Je lui renvoie de la documentation. Oui. Quand je dis que c'est sous le CNR qu'il y a eu l'éruption de la violence, je lui renvoie au rapport de Collège des sages. Voilà. Alors, parfait, Sylvia, on va terminer dessus. Quand on regarde, c'est comme si chaque régime aujourd'hui a ses sankaristes. Sous le régime Compaoré, il y a des sankaristes. Sous le régime Kaboré, il y a des sankaristes. Mais l'ensemble, c'est le même monde de cette révolution-là. Finalement, on est dans quel spectacle? Je pense qu'à un moment donné, on avait parlé de mettre un contenu dans le sankarisme. C'est-à-dire de mettre en avant des valeurs qui représentent le sankarisme. Est-ce que ce processus est arrivé à terme? Bon, je n'en sais pas grand-chose. Je retiens seulement, et là je suis d'accord avec Lengani, que Sankara a incarné un certain nombre de valeurs. Donc aujourd'hui, quand on veut se comporter comme Sankara, il faut pouvoir vivre ces valeurs. Alors qu'on a l'impression, le plus souvent, que Sankara, c'est dans la bouche et non dans les actes. C'est ce qui est peut-être déplorable. C'est un paradoxe. Oui, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que parler d'intégrité, parler de consommation, de consommons local, parler de... Enfin, il y a un certain nombre de choses, de valeurs. Et par la suite, vous voyez que les personnes, les dirigeants ne se retrouvent pas dans ça. Bon, je pense que c'est tout simplement ça qui est le principal... c'est le principal défi aujourd'hui. Merci, on va s'attarder sur le sujet. Ce que je souhaiterais un jour, c'est qu'on fasse une analyse comparée D'accord. dans l'après Sankara entre les grands acteurs politiques de ce pays. Merci. De Blaise Compaoré jusqu'à ceux qui aujourd'hui se disent incarnés de sankarisme, pour voir de tout ce personnel-là, quels sont ceux qui ont vécu ou vivent le mieux ce que Sankara provenait en tant que valeur. Moi, je suis un peu embêté quand on dit d'analyser c'est les faits et gestes. Si je veux analyser ça à la lumière du gestionnaire que je suis, c'est vrai que la question de la bonne gouvernance a été posée. Par exemple, la théorie de la dépendance en fait, des ressources de Raoul Prebisch, quand les gens disent consommons burkinabé, il y a des théories qui datent, qu'on a répétées. Bon, c'est vrai qu'il a mis l'accent sur des points qui sont essentiels pour développer un pays. Et l'inversion aussi, parce que si vous regardez la structure de nos pays, c'est un pays où vous avez l'administration qui, au lieu de servir les populations, c'est le contraire. Toutes ces problématiques sont toujours là. Moi, je me réjouis justement qu'au moins on commence à reconnaître voilà ce que Thomas Sankara a fait de bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'image que nous sommes en train de présenter. Thomas Sankara, c'est le monde entier. Je suis d'accord. On n'a pas seulement une image pour toute personne, tout leader. Il y a toujours l'image parfaite, il y a l'image non parfaite également. Donc c'est les deux que l'on retient de la personne. Merci bien. On continue ce débat avec la sortie. L'entretien du président du Faso, entretien accordé à RFI. Donc, en tout cas, c'est un entretien qui est diversement j'allais dire, commenté. Il y a eu des points et des éléments essentiels, la réconciliation dont il est question, et puis bon, la position du président donc, à l'issue de cette campagne, de cette élection. Il est prêt en tant que démocrate à reconnaître la victoire si elle était de l'autre côté, en même temps qu'il demande que les autres aussi connaissent cette victoire. Le président est venu sur la réconciliation également, où il a estimé que, élu, il ferait donc terminer la réconciliation en un semestre, premier d'ailleurs, et ferait venir les exilés politiques, dont Blaise Compaoré. Alors, je voudrais qu'on commence d'abord par la forme de la chose. Est-ce que le président, en faisant cette interview sur RFI, qui est diffusée au Burkina et tout, alors que nous sommes dans une question dans une période où le CSC a pris une interdiction par exemple, d'un certain nombre d'activités appelées campagnes déguisées. Est-ce que le président, en le faisant, n'a pas violé cette disposition, étant donné qu'il est candidat lui-même? Nous sommes en plein dans cette période. Je pense que même dans la disposition du CSC, il est dit clairement que le président du Faso et les ministres continuent de bénéficier de la couverture médiatique en ce qui concerne les activités régaliennes. Donc, de ce côté... Mais est-ce que là, c'est une activité régalienne? Parce que le président, il s'est présenté en candidat, il a parlé de son programme, de ce qu'il a fait, etc. Et les promesses même qu'il fait pour l'après-campagne. Est-ce que ça, c'est une activité régalienne de la présidence du Faso? En tant que... Il n'a pas été interviewé en tant que candidat du MPP. Il a été interviewé en tant que président du Faso. On peut faire tout ce qu'on peut
comme commentaire, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui a été mis en avant. On n'a pas dit Roch-Marc Christian Kaboré, candidat du MPP. Il a parlé en tant que président du Faso. Pour moi, c'est la chose qu'on retient. C'est la chose la plus importante. Sinon, on va tout de suite faire la confusion pour toutes les activités qu'on voit, toutes les cérémonies qu'il préside aujourd'hui et toutes les autres cérémonies. Donc, c'est la loi qui dit que tant qu'il est président du Faso, tant qu'ils sont ministres du gouvernement dont l'échéance est connue, ils peuvent mener leurs activités. Pour la continuité de l'État, mais est-ce que quand le président fait une interview qui n'est pas sur une chaîne nationale, qui n'est pas dans les chaînes privées au niveau local, mais une chaîne internationale qui vient arroser le paysage national, est-ce que ça, c'est une activité régalienne qui permet la continuité de l'État? C'est la question qu'on se pose. Non, la question est tout à fait juste. Bon. Sur le plan de la forme, je pense qu'il y a... On peut quand même faire mieux. C'est-à-dire que, comme l'a dit Parfait, la loi permet aux ministres et aux chefs de l'État de continuer leurs activités régaliennes. Mais comme vous avez posé la question aussi, est-ce qu'une interview à RFI sur des questions telles que le programme, en fait, le bilan du président, est-ce qu'il va accepter il va accepter la victoire de l'opposition ou non? Ça, c'est des questions, par exemple, qui sont purement politiques, politiciennes même. Et le président aurait dû éviter de répondre à ces questions. Même s'il acceptait l'exercice qui, de mon point de vue, pouvait se justifier plus ou moins, parce que nos amis de RFI, comme on le sait, c'est un média qui aime le show, qui aime l'international, qui aime en fait ce qui accroche les gens. On est au 33e anniversaire du décès de Thomas Sankara, il y a des inaugurations, il y a des ceci, il y a cela qui se font. Bon, on vient juste de libérer des otages dont le Burkina est plus ou moins intéressé à l'affaire parce que ce qu'on sait, ça c'est des questions effectivement qui peuvent justifier une interview, parce que ça peut susciter un intérêt. Mais il y a des questions, de mon point de vue, le président aurait dû les évacuer, refuser d'y répondre parce que, en disant honnêtement, si je réponds aux questions, je contreviens moi-même aux dispositions légales et refuser de répondre. Ce qu'il n'a pas fait, et ça veut dire que on peut même se demander, est-ce que ce n'était pas pour répondre spécifiquement à ces questions-là que nos amis de RFI ont été amutés? C'est sur des questions de forme parce qu'on est dans une période où, par exemple, le CSC ne permet pas, par exemple, que quand vous interviewez un homme politique, au regard de sa position, candidat, vous évitez, par exemple, des questions qui peuvent donner matière à campagne électorale, etc. Mais là, dans les propos du président, en tout cas, il est ressorti des questions qui sont purement électoralistes, c'est-à-dire le bilan du président, comment il se comportera ou comment il veut que les autres se comportent, ses promesses de campagne, etc. Il faut dire que de façon générale, je constate que les presses étrangères ou les presses internationales ne respectent presque jamais même ce que le CSC édicte. Quand on regarde le contenu des programmes à l'interne, le CSC arrive à contrôler, mais à l'international, c'est compliqué. Donc ça fait partie, même si le CSC le disait, RFI, vous savez, ne va pas se conformer. On l'a vu de par le passé. Aujourd'hui, même quand RFI ne peut pas se conformer, effectivement, cette loi n'intéresse pas véritablement les médias internationaux. Mais est-ce que quand les acteurs nationaux... C'est cela justement que je voulais en venir. Parce qu'au niveau national, je suis bien d'accord avec Lengani quand il dit qu'il revenait au chef de l'État, peut-être pour exprimer qu'il est vraiment attaché aux lois qu'il a contribué à édicter dans son pays, de refuser un certain nombre de choses. Mais il y a une difficulté, c'est difficile, parce qu'il est difficile de faire la part des choses actuellement, dans cette période-là, entre Roch-Marc Christian Kaboré, le candidat, ou le président du Faso. C'est vraiment difficile. Pour l'exercice, en la forme, on l'interviewe en tant que président, a priori, il n'y a pas de problème. Mais on découvre, au fond, qu'il a profité de parler de certaines choses qui... peuvent être présentées comme de la pré-campagne. Donc c'est vraiment compliqué l'exercice. On aurait peut-être bien voulu que pour les questions qui vont... on va en venir au fond, parce qu'il a parlé de certaines choses qui ressemblent vraiment à des activités de pré-campagne. D'accord. Vous voyez. Donc c'est vraiment difficile aujourd'hui de faire la... Bon, c'est l'un des avantages aussi d'être président en exercice des candidats. D'accord. Évariste, pour terminer dessus, est-ce que on va dire que le protocole, parce que le président, il ne se présente pas comme ça, il y a tout un travail de sa direction, de communication, etc., qui est fait en contact avec les médias et tout ça.
Le président est le président. Hein. Et vous oubliez que nous sommes dans un régime présidentialiste fort. Je ne sais pas qui pourrait, même en interne, constater les infractions qui en découleraient. Donc, c'est un monarque peut-être républicain, mais ce qu'il a dit, il le dit. Et c'est vrai que, concernant la forme, non, je note qu'il a opté de s'adresser, enfin, c'est beaucoup plus à l'international qu'en interne, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a la question des otages qui est éminemment internationale. Il y a la question de la réconciliation qui a deux volets. N'oubliez pas que même la chancelière Merkel a eu à dire que les Burkinabés avaient un problème sérieux de réconciliation dans un des sommets. Donc cette question aussi est très internationale, bien sûr avec le volet donc national. Donc c'est le format. Si vous faites un message, vous utilisez le média, c'est pour vous adresser à un public bien donné. Et cela, je pense que ces communicateurs, en fait, au niveau de COSIAM, ont bien étudié la question. Donc, est-ce que vous voulez qu'on puisse y ajouter? On continue avec toi, Évariste, pour entrer dans le fond des questions qui ont été débattues, des sujets soulevés par cette interview et les réponses du président du Faso, notamment sur la réconciliation nationale. Le président du Faso a dit que s'il est réélu dans 2 ans, et s'il est réélu donc le premier semestre, c'est-à-dire les premiers 6 mois qui vont venir, il allait donc concrétiser la réconciliation, il ferait revenir les exilés et politiques, mais ça c'est pas du tout passé très bien au niveau par exemple de l'opposition. On a vu l'ADF-LDA qui a réagi, mais on a vu aussi une sortie de Zéphirin Diabré dans un communiqué qui dit ceci: de mon point de vue, la question de la réconciliation ne doit pas être liée à des calculs électoralistes. On va à la réconciliation si on pense qu'elle est nécessaire pour notre pays. C'est d'ailleurs ici que l'on comprend l'apathie du président sortant sur cette question durant les 5 années de son mandat. Qu'est-ce qui l'a empêché de lancer le processus de réconciliation en 2016, 2017, 2018? Pourquoi le président sortant ferait-il en 2021 ce qu'il n'a pas voulu faire durant son premier mandat? Surtout que dans son second mandat, c'est le dernier, apparemment. Donc, non, c'est vrai que ce qui est bon, c'est la première fois quand même, il faut noter qu'il en parle ouvertement et qu'il semble donc présenter des dispositions favorables. Mais n'empêche, moi je dirais quand même que dans le fond, quand vous analysez, il dit en quelque sorte ce qu'il a toujours peut-être dit. On n'a chassé personne, ceux qui veulent venir peuvent venir, mais il s'arrête à la case justice. Bon, sauf que là, il y a quand même, je pense qu'il y a eu une évolution parce que dans la suite, il dit que s'il est élu effectivement, c'est un conditionnement électoral. Et s'il n'est pas élu, ça veut dire que ce n'est pas un problème important. Mais maintenant, là où c'est nouveau et que moi je trouve intéressant, c'est qu'il dit que la question sera débattue avec les acteurs au niveau donc de la vie nationale qui vont définir donc les contours, les contenus. Mais en même temps, la question de la justice, parce que quand on prend par exemple le triptyque vérité, justice et réconciliation, ça renvoie à des théories de l'attrition et de la contrition qui est adossée. Je ne suis pas sûr que les animistes ou même les musulmans vont adhérer à cette théorie-là. Bon, donc, mais l'avantage, c'est que si le président dit que ça sera l'objet d'un débat, le contenu, en fait, sera l'objet d'un débat avec tous les acteurs de la vie nationale, bon, quelque part, ça veut dire quand même qu'il y a des... Ça peut évoluer, cette position-là peut évoluer. Maintenant, c'est vrai que l'opposition, j'ai vu la déclaration du CEFOP, c'est vrai, il faut rendre un hommage au président Diabré à travers le CEFOP, qui n'a ménagé aucun effort dès le début donc, du mandat en 2015, pour faire de la question de la réconciliation nationale une question vraiment essentielle. Parce que lui, il trouve que ça doit permettre de rasseoir tous les Burkinabés en même temps de reposer la refondation donc, de la nation. Oui, donc ça va au-delà. Si depuis lors, il y a des actions qui sont menées, des appels du pied, etc., et que ça n'a pas été fait, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne limite pas, ou du moins, ça ne fait pas que l'offre du président ne soit pas perçue comme quelque chose d'assez C'est une offre électorale. C'est une offre électorale. Parfait, Sylvia. Est-ce que le timing du président aujourd'hui pour parler de la réconciliation ne joue pas contre le regard que les gens, l'acceptation que les gens vont faire, la confiance que les gens vont donner à ça? Quand on dit si je suis élu, ça ressemble un peu à du marchandage. Oui. Bon, évidemment, moi je comprends bien la position de Zéphirin Diabré, de l'opposition du CEFOP. Et de beaucoup de gens aussi, parce que c'est oui, quand même c'est compréhensible. Ce sont des hommes politiques qui parlent. Et un homme politique qui parle, qui dit Monsieur le Président, vous dites que si vous êtes élu, voilà ce que vous allez faire. Donc, c'est-à-dire que c'est parce que
il y a une échéance électorale que vous voulez en quelque sorte appâter vos électeurs ou bien même les électeurs de l'autre côté pour leur dire bon, la réconciliation, ça me concerne. Mais moi, j'aurais aimé tout simplement qu'on prenne le président au mot. Il a dit premier semestre 2021. OK, on attend de voir. Il a dit tout cela sera fait autour d'un forum, ce que j'ai compris, où tous les acteurs seront réunis. On le prend au mot et puis on attend de voir. On attend de voir ce qui va se passer. Et voilà. C'est-à-dire que sinon, on rentre dans un... On va continuer un système où on se dit... personne ne dit la vérité. Non. C'est-à-dire qu'on est dans des positions tranchées. D'accord. Alors, je ne vais pas évoluer jusque-là parce qu'en réalité, l'opposition, ou en tout cas toute l'opposition, va dire c'est une offre électorale. Et de l'autre côté, on va dire, oui, c'est du côté du pouvoir, on va dire c'est un engagement, c'est pour faire avancer parfait, les choses. Sylga, ici, Où est-ce par qu'on va exemple, évoluer? on peut tous Moi, être je d'accord veux qu'on puisse évoluer en disant, puisque le président a parlé d'un cadre où tout le monde va se réunir pour faire avancer la question. On peut tous être d'accord qu'il faut accorder le bénéfice du doute à quelqu'un qui prend un engagement quelconque. Oui. Mais là, est-ce qu'on n'interrogera pas aussi les engagements du président? Parce qu'on se souvient que le 29 décembre, lors de son discours à sa prise de fonction, il avait dit qu'un des axes, c'était la réconciliation nationale. Et 5 ans après, il ne l'a pas fait et il reprend encore cet engagement. Est-ce que ça ne joue pas contre vraiment la confiance que les gens peuvent avoir? Oui, mais entre le 29 décembre, entre la période où il a prêté serment et la fin de son mandat, il y a quand même eu tout un contexte qui est marqué par les attaques terroristes, par le bilan social. Il y a quand même eu un certain nombre de faits qu'on peut analyser, on peut dire que ces faits-là ont été des freins dans sa volonté d'aller à la réconciliation. Moi, je dis simplement, il a parlé de quelque chose d'important. C'est la première fois que le président du Faso s'exprime sur cette question. Et il dit, tout ce que je dis va être discuté autour, avec tous les acteurs. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Parfait. Lengani Saka, est-ce que pour une fois, ou disons, est-ce qu'il n'est pas nécessaire ici d'accorder le bénéfice du doute, comme on dit souvent au président du Faso, même si lors de sa prise de fonction, il avait fait de la réconciliation un axe majeur, et pendant son mandat, il y a eu quand même des étapes de la réconciliation avec l'opposition, dialogue politique et tout. Est-ce que ce n'est pas trop préjugé de la foi, la bonne foi du président, que de dire que c'est électoraliste? Sur cette question, moi, je suis sans parti. Je suis sans parti. Ça veut dire que je suis catégorique. Comme Évariste l'a dit tantôt, nous sommes dans une république, un régime présidentiel, fort même, quelque part. C'est-à-dire le président de Faso décide et le reste des institutions suivent. Nous sommes en politique, c'est la question du rapport des forces. Et nous savons aujourd'hui que le rapport des forces sur le plan politique est largement en faveur de Roch-Marc Christian Kaboré, sur tous les plans. Ça veut dire que si aujourd'hui Roch-Marc Christian Kaboré décide d'une action politique forte, l'ensemble des pouvoirs va suivre. C'est mathématique, tout le monde le voit tous les jours. Et si aujourd'hui on n'est pas à la réconciliation, on n'est pas au retour des exilés, c'est parce que Roch-Marc Christian Kaboré ne le veut pas. Et il le dit clairement dans son interview, je n'accepterai le retour des réfugiés, je n'accepterai la réconciliation nationale que si vous me réélisez et je vous donne... Ça, c'est une interprétation. Non, c'est ce qu'il dit. Je suis réélu. Ce n'est pas une affirmation, c'est une interprétation. Non, j'en viens, s'il vous plaît. Laissez-moi poursuivre mon développement. Il le dit clairement, je suis réélu. C'est du français facile. Aussi simple que cela. C'est juste pour que les téléspectateurs sachent que ce n'est pas ce qui a été affirmé, mais que c'est une interprétation de ces propos. Interprétation ou non, c'est la lecture qui est, tout à fait. Qui est évidente. Oui, sur la ce question. Qui est normal. Si je suis réélu, dans le semestre qui suit, on va poser la question aux forces vives, au peuple qui va répondre. Ça veut dire quoi? Lui-même,
ce qui dit que les réfugiés, il y aura la Les reconstruction exilés. nationale, les exilés, tout ça, ce n'est pas possible. Puis ce n'est plus lui qui décide. Il a dit qu'il y a un forum qui va décider. Donc ce n'est pas lui. Mais est-ce que quand tu lui dis, Je- est-ce que je ce n'est te- pas s'il la vous plaît, volonté, laissez- l'impulsion qu'il va donner? Laissez-moi terminer. Je vous dis, si c'est parlant d'impulsion, il a eu 5 ans pour faire cette impulsion, qui n'a pas eu lieu. Parfait dit qu'il y a eu le contexte, par exemple, de l'insécurité, etc. Effectivement. Parce que le président de Faso, Christian Kaboré, a toujours posé la question de l'insécurité comme étant le fait de l'ancien régime. Clairement, ça a été dit. Bon. Et dans le même sens, il y a la question du retour de la main tendue à Blaise Compaoré. Je ne sais pas si les gens ont vraiment écouté le président de Faso. Je ne sais pas s'ils ont vraiment lu l'interview. Mais si c'est... Il n'a pas dit qu'il l'accepte en tant que... Il a dit plutôt, je ne refuse pas la main tendue. Mais en même temps, il ne dit pas qu'il accepte la main tendue. Mais quand on refuse pas quelque Puisque chose, dans le même temps... ça va oui, de soi que quand je- on n'a pas refusé, je on peux a refuser, accepté. je peux refuser, je peux ne pas refuser, puis ne pas prendre. La preuve, quoi. Mais est-ce qu'ici, La preuve, on ne doit pas moi, je termine, comprendre s'il que vous quand plaît. non, S'il vous c'est plaît. juste pour qu'on avance très bien. Quand on dit, par exemple, que je ne refuse pas, est-ce que ça ne veut pas dire que j'accepte? Parce que si moi, je vous donne quelque chose que vous ne refusez pas, c'est que vous l'acceptez. Mais je vous pose la question, M. Lukman Saodogo, Rochma Christian Kaboré a accepté la main tendue là comment? Puisque vous dites que s'il ne refuse pas, il a accepté. Il a accepté comment? Mais en le disant, c'est qu'il a accepté. Mais Maintenant, comment? peut-être Dans quels actes? il faut l'inviter à faire des actes. Mais justement, dans quels actes? Donc il n'y a aucun acte qui montre qu'il a accepté la main tendue. C'est ça que je dis. Je ne dis pas autre chose. C'est ça que je dis. Aucun acte ne montre que le président de Faso a accepté la main tendue de l'ancien président. Ça, c'est une évidence. Et mieux, dans la même interview, il continue à, excusez-moi le terme, à taper sur le bonhomme. En disant qu'il a attendu combien de temps pour poser sa main tendue. Vous prenez un pays entier, vous le désagrégez en deux mouvements. Vous voulez que les gens... C'est le président qui a... Vous voulez... je comprends pas la question, je vais y répondre. Et vous voulez que les gens vous tendent la main. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de tout le monde, on appelle tout le monde. On appelle tout le monde, on n'a pas besoin d'attendre que les Burkinabés tendent la main. On appelle tous les Burkinabés au chevet de la nation. Comme on a appelé l'Union européenne, on a appelé les États-Unis, on a appelé, etc., les partenaires au développement et les partenaires financiers qui sont venus. Pourquoi ne pas appeler tous les Burkinabés et attendre que les Burkinabés tendent la main? Bon, quand mon ami parfait dit, il n'est pas d'accord avec moi quand il dit qu'il a déjà agrégé, mais dans sa prestation de serment, c'est quoi? Je garantirai l'intégrité du territoire du Burkina Faso. Ça, c'est pas moi qui ai écrit ça. Ça fait partie de son bilan. Alors, Voilà. parle sur cette question. Moi, La réconciliation Quand je l'ai écouté- avancée par le président, une offre quand même dans l'antichambre de la campagne. Oui, déjà, je me suis plus ou moins réjoui en la forme de savoir qu'il y a un calendrier pour qu'on parle de réconciliation. Parce que nous avons parlé de réconciliation il y a quand même longtemps. J'aurais aimé que cela puisse se dérouler dans le premier quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré, vu que ce n'est pas évident qu'il soit réélu. Lui-même l'a dit. Voilà. Il peut être réélu comme il peut ne pas être réélu. La condition pour qu'il le fasse, c'est qu'il soit réélu. Maintenant, je n'aimerais pas qu'on réduise la question de la réconciliation au retour de Blaise Compaoré. Parce que très souvent, quand j'entends certains passer, c'est comme si c'était avec la question c'était entre le régime actuel et le régime de Blaise Compaoré. Non, ça je vais dire que c'est une réconciliation entre d'anciens amis qui se sont séparés à un moment donné. La réconciliation nationale doit aller au-delà de cela. Voilà. Il y a eu plusieurs problèmes dans ce pays. D'abord, même à commencer par l'histoire du Burkina. Il faut qu'on se réconcilie avec l'histoire du Burkina Faso. Aujourd'hui, on parle des problèmes communautaires. Il faut qu'on arrive à créer une certaine réconciliation. Il y a eu une fracture sociale. Le Premier ministre actuel, quand il a pris la fonction, il l'a dit lors de son discours devant l'Assemblée nationale. Il faut qu'on implique tout le monde. Il faut qu'on puisse aller au-delà donc de Blaise Compaoré et du régime actuel. Il faut qu'on prenne tout le monde en compte. Maintenant, mais tout ça dans la faisabilité, comment on fait? Est-ce qu'on peut il le faut faire justement aussi un dialogue. en Parce que laissant par exemple le dialogue ne se décrète. en laissant par exemple des acteurs majeurs comme quelqu'un comme Blaise Compaoré qui a dit Je ne dis nullement qu'il faut écarter Blaise Compaoré. Je dis qu'il ne faut pas réduire la réconciliation à Blaise Compaoré.
C'est comme si ça se limitait à là. Non, il faut aller au-delà. Bien sûr, il faut prendre tout le monde en compte. Et je suis bien d'accord avec cela. Il faut qu'on puisse prendre tout le monde en compte. Déjà, il y a un calendrier. La réconciliation nationale ne se décrète pas. Il ne suffit pas que le président prenne un décret. Maintenant, c'est l'impulsion politique. Nous sommes d'accord, c'est le président du Faso qui se met en avant. Je pense qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous avons fait l'appel pour qu'il puisse se mettre en avant. Et il le dit, il faut maintenant un dialogue national. Et c'est ce dialogue national. Alors, on a vu par exemple que dans l'opposition a publié un mémorandum. Normalement, en juin passé, il devrait avoir donc, un forum de réconciliation. C'est ce que je déplore. Voilà pourquoi je disais, je déplore le fait qu'il ne veuille pas le faire durant son mandat est déjà terminé. J'aurais aimé qu'on le fasse. Parce que si certainement ça avait été fait, je me dis qu'on aurait pu peut-être contribuer, ça aurait favorisé la lutte contre l'extrémisme violent au niveau du Burkina Faso. Je vais terminer. Je voudrais terminer parce qu'à ce niveau-là, sans réconciliation nationale, ce serait difficile de défendre le pays. Ça, il faut le dire. Merci. On va terminer sur cette... Selon vous, quand le président Roch-Marc Christian Kaboré, malgré tout ce qu'on peut dire, les péripéties de la réconciliation, quand il opte de le dire de façon ouverte aujourd'hui pour la première fois, est-ce qu'il vise quelque chose? Est-ce qu'il veut ameuter, ou bien je vais dire, est-ce qu'il veut s'allier les électeurs du CDP, les électeurs, les pro-Blaise Compaoré? Est-ce que c'est une stratégie électorale? Est-ce que c'est ça dans le fond? L'explication, ça peut être quoi? Je remarque que c'est effectivement le point de vue de l'opposition. Voilà pourquoi j'ai dit il ne faut pas qu'on s'enferme dans des carcans. C'est-à-dire le carcan. Mais puisque lui-même il dit que s'il est réélu, oui, justement, ce justement, conditionnement ou cette conditionnalité. Justement, si on s'enferme dans ces carcans, on va continuer ce débat sans pouvoir tirer le bien fondé de toutes les propositions qu'il fait. C'est-à-dire, on dit, oui, il est en train de vouloir capter un électorat, par exemple au niveau du CDP ou des autres forces politiques de l'opposition, en insistant sur le discours. Mais mettons l'accent sur le forum dont il parle. Et comme dit Paz, c'est quelque chose d'important qu'il a lancé. Il dit oui à la réconciliation, oui au retour de Blaise Compaoré, mais tout cela serait discuté dans le cadre d'un forum national. S'il est élu. Oui. Et s'il n'est pas élu, par exemple, le président? Mais s'il n'est pas élu, je pense que la personne qui sera élue va quand même prendre ces éléments importants. Parce que, comme on le dit, on est tous d'accord sur ça, la réconciliation nationale ce n'est pas une option. D'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas une option. C'est-à-dire, il faut qu'on y aille, coûte que coûte, vaille que vaille. Merci. Évariste Fossé-Concevot, très rapidement, quel est l'intérêt politique, on va dire, du candidat Roch-Marc Christian Kaboré quand il le dit? Et est-ce que finalement, il aurait fallu qu'il y ait des gages qui soient... Parce que là, c'est une parole électorale, on va dire comme ça, un engagement verbal. Est-ce qu'il y a des actes concrets que le président aurait pu quand même poser pour montrer sa bonne foi? Moi, j'avoue que je tombe un peu des nues, mais bon, enfin, je me réfère au contexte. On est à 5 semaines d'une élection, de sa réélection probable. Alors, que ce soit lui, mais seulement, moi, je reconnais que les débats sur la réconciliation et le retour des exilés, on ne l'a pas commencé maintenant. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, sinon il le sait, de visu peut-être. Maintenant, je note que si actuellement il est disposé, c'est quelque chose, mais il le fait en contrepartie de quelque chose. C'est un homme politique. Voilà. Est-ce que finalement, en politique, rien n'est cadeau, comme on dit, rien n'est gratuit? Est-ce que le président aurait pu dire autre chose que de dire si je suis élu, si tant qu'il n'a pas pu le faire dans son premier mandat, il veut le faire dans son deuxième mandat, le premier semestre d'ailleurs. Donc, est-ce que là, il y a forcément quelque chose de politique de gagner pour tout le monde ou uniquement de politique, une stratégie pour le président? Disons que sur le plan des annonces, même si on prend strictement census les gens sur les annonces, Roch-Marc Christian Kaboré est au-delà, par exemple, du CDP, du candidat du CDP qui propose le premier trimestre. D'accord. Et je suis sûr que Zéphirin, tel qu'il a conduit le dialogue politique et qui a débouché sur des propositions sur un forum, il ne va pas attendre un trimestre pour faire ce forum-là. Donc, Roch-Marc Christian Kaboré est déjà au-delà. Lui va jusqu'à 6 mois. Donc, ça veut dire qu'il est encore dans les nuages. Mais je dis, comme on dit, effectivement, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas... les politiques, quand ils parlent, ils cherchent forcément des intérêts. Et j'ai toujours dit sur ce plateau, si Roch-Marc Christian Kaboré voulait être élu, vraiment sans beaucoup de difficultés, en novembre, le 22 novembre,
il fallait qu'il résolve la question primordiale que tous les Burkinabés, dans tous les sondages, ont dit, la réconciliation nationale. Et je suis d'accord avec Paz, il ne faut pas limiter ça à Blaise Compaoré. Et c'est ça qui a été le drame du régime du MPP. C'est-à-dire quand on parle de réconciliation, il voit Blaise Compaoré. D'accord. Ouais, ce n'est pas ça. Effectivement, c'est très grave de réduire la question de la réconciliation nationale à Blaise Compaoré. Merci. Passe pour terminer. Est-ce que si le président il est élu qui ne le fait pas, c'est un homme politique aussi? Parce que certains disent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Est-ce que le président, le disant, dit qu'il s'il est élu, et s'il est élu qu'il ne le fait pas? Bon, je me dis qu'aujourd'hui, si le président en parle, c'est parce que quelque part, à un moment donné, il n'a pas le choix. Parfait disait quelque chose, ce n'est pas une option. Aujourd'hui, ça s'impose. Ce n'est pas que le président, qu'il le veuille ou pas, il faudrait qu'on y aille. Donc c'est le réalisme. Il est dans le réalisme politique. Il est dans le réalisme. Si on ne va pas à la réconciliation, les problèmes que nous avons vont s'accentuer, ça c'est certain. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on soit soudés. Si on est ensemble pour mener les combats, on va y aller. Mais je voudrais dire quelque chose. Nous sommes dans une période préélectorale. Vous ne trouverez aucun candidat aujourd'hui qui va tenir un discours et ne pas en même temps vouloir amadouer l'électorat. Donc c'est logique que Blaise Compaoré, à l'heure actuelle, la puisse brandir cela pour tous ceux qui ont soif donc de réconciliation, que ces gens se disent « Ah, mais pourquoi pas avec lui ?» Voilà, mais c'est la période. C'est Christian Kabore qui l'a brandi, pas Blaise Compaoré qui doit plutôt en bénéficier. Bon, mais c'est vrai merci bien. On va évoluer dans ce débat, mais pour parler d'un sujet un peu plus triste, il s'agit de l'attaque qui a eu lieu le 14 octobre dans le Sénat, au Gorgadji, Demniwel, et on parle d'une vingtaine de morts. C'est un communiqué d'ailleurs officiel qui le dit. Et le président, dans son entretien, a eu à le dire d'ailleurs, qu'il y a eu une vingtaine de morts sur le terrain. Alors, est-ce que là, aujourd'hui, il y a des éléments, par exemple, parce que il y a des combats aussi entre groupes armés sur le territoire dans certaines régions du pays. Le président l'a également dit dans son entretien. On vient de voir par exemple que dans le Kulpe-Logo, le haut commissaire a donc sorti un document pour instaurer un couvre-feu dans cette province. Est-ce que finalement, dans ce contexte-là, on est en train d'aller à des élections? Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire? Oui, très rapidement, Paz. Moi, je suis inquiet. Et cela m'amène encore, parce que nous avons parlé du discours, de l'interview du président, en réduisant cela à la question de la réconciliation. Mais il y a eu d'autres choses qui ont été dites. Je prends par exemple, dès l'introduction, on a parlé de la question de Soumaïla Cissé qui a été libéré. Et je dirais que j'ai senti un peu de contradiction, parce que nous nous souvenons... On va avancer sur oui, c'est pour en venir. Il y a des questions qui seront posées par les téléspectateurs. Parce que justement, cette libération, j'estime qu'il y a une répercussion directe à cela. Parce que le président du Faso nous a dit, en son temps, par exemple, il n'était pas prêt à négocier. Le Mali a négocié pour faire libérer Soumaïla Cissé. C'est près de 200, on va les appeler comme terroristes qui ont été libérés. Nous savons que parmi eux, il y en a qui ont attaqué le Burkina Faso. Le président a salué la libération. Juste aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'on a 20 personnes qui ont été tuées récemment. Est-ce que ce n'est pas ces groupes-là qui sont venus renforcer? Je ne sais pas. Maintenant, nous sommes en train d'aller au niveau des élections. Et nous voyons que donc, ces attaques-là sont en train de remonter. Je pense qu'il y a eu des analyses. Il y a un analyste sécuritaire, je pense M. Sawado, qui l'avait dit. Il est fort probable qu'à l'approche des élections, là, les attaques s'intensifient dans certaines zones. Si c'est ce qui a commencé, je crains fort. Parce qu'aujourd'hui, le code électoral nous dit que même si ces attaques-là s'intensifient dans ces zones, si ces gens ne votent pas, on va quand même valider les élections. Donc je crains que les attaques-là ne continuent à s'accentuer, surtout en cette période préélectorale. D'accord. Lengani, cette situation actuelle, une vingtaine de morts, il y a aussi des menaces un peu partout, il y a des combats même de groupes étrangers armés sur notre territoire. Ça veut dire carrément que nous ne maîtrisons pas une bonne partie, en tout cas ces territoires sur lesquels les groupes armés peuvent s'en déchirer entre eux. Ça veut dire que nous ne sommes pas présents, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas présents sur le terrain pour les empêcher, non seulement de nous attaquer, mais de s'attaquer entre eux pour trouver qui est hégémonique dans la région. Ça, c'est très grave. Et je dis que c'est là où vraiment, moi, j'aurais voulu que l'on mette vraiment l'accent dans cette période où, effectivement, on va vers des élections et on a dit, tous les analystes ont dit, que ce sera une période extrêmement propice pour l'action terroriste. Parce qu'il y aura beaucoup de cibles qui seront dans la nature, c'est-à-dire l'ensemble des candidats à la députation, des présidentielles, seront des cibles potentielles, très dures.
sans oublier les grands mobilisateurs qui viennent sur le terrain. Donc je dis, bon, quand sur notre territoire, des gens arrivent à se battre entre eux-mêmes pour contrôler, ça veut dire que nous sommes incapables d'assurer notre sécurité. Et comment on va assurer la sécurité de ceux qui vont aller battre la campagne? Et c'est là où je dis qu'il faut encore une fois appeler les gens à la raison. Et la raison, c'est quoi? On l'a tous reconnu ici. C'est ensemble qu'on peut endiguer le mal. D'accord. Mais Lengani, ici, par Ensemble, exemple, on est en train d'aller à des élections. élections. Il y a ces situations-là qui se posent. Je disais tantôt, il y a un couvre-feu qui a été instauré dans le Koulpelgo. On n'a pas entendu parler d'attaque, mais ça voudrait dire qu'il y a des menaces ou il y a peut-être des signaux. On met un couvre-feu là, évidemment en pleine campagne, où les gens bougent notamment faire des campagnes, ça va défavoriser le jeu. Mais en même temps, est-ce que tout ça, ça ne va pas concourir à ce qu'on fasse, comme on dit, un rapport circonstancié qui élimine beaucoup de raisons à partir de là déjà? Bien sûr. Moi, je préfère ces mesures préventives-là, qui anticipent sur les dangers, que de laisser le danger arriver. C'est-à-dire de laisser tuer les gens et puis même se rendre compte, et puis c'est le clairon, c'est les cercueils. Je préfère qu'on interdise effectivement les activités politiques. Et comme l'a dit Paz, la loi dit que même si c'est 2 Burkinabés qui votent, c'est validé. Et je ne souhaite pas qu'on en arrive au pire. Mais moi, si j'étais haut-commissaire, dans des régions où si j'entends le moins de bruit là, moi je déclare un couvre-feu. Et je dis aux gens, personne ne bouge. Je ne vais pas être responsable. Est-ce qu'en même temps aussi, je ne veux pas être moi-même responsable les zones de la mort des gens. Parce que les zones sont colorées politiquement, si c'est une zone où, par exemple, l'opposition est majoritaire, est-ce qu'elle ne va pas croire qu'on est en train de mettre un coup de feu pour l'empêcher de... Est-ce que tout ça ne va pas créer d'autres problèmes? Et en ce moment, ça veut dire, si l'opposition n'accepte pas la suite, qu'on valide de telles élections, mais tant pis pour elle. Parfait, Sylvia. Non, je voulais dire que, effectivement... contexte quand même inquiétant avec... Oui. Non, on n'a pas besoin d'attendre cette attaque pour dire que le contexte qui arrive, c'est un contexte de défi. Parce que quand, selon les chiffres de la CENI, vous avez plus de 5000 candidats titulaires pour les 1500 listes des 132 partis. Donc, vous voyez, ce sont des cibles potentielles, hein, parce que ce sont des gens qui vont parcourir le Burkina, des villes et des campagnes. Donc, c'est un contexte de défi. Donc, évidemment, ce que les hommes politiques attendent de l'État, c'est que l'État prenne effectivement des dispositions nécessaires pour assurer la sécurité. Est-ce que l'État pourra effectivement y arriver quand on regarde ça sur le territoire burkinabé? Je rappelle, et c'est un élément important que le président du Faso a eu à dire lui-même dans l'entretien. Il dit qu'il y a des groupes terroristes sur le territoire qui se combattent et nous observons. Alors, est-ce que l'État, si l'État n'a pas les moyens aujourd'hui de chasser sur son territoire des groupes qui se battent, est-ce qu'on pense vraiment pouvoir réussir tout ça? Pour commencer, j'ai dit que c'est un défi. C'est-à-dire que le besoin sécuritaire sera effectivement plus élevé pendant ces élections parce qu'il y a des cibles potentielles. Je dirais 5000 cibles potentielles qui sont dans la nature, comme Lengani l'a dit. C'est-à-dire que c'est à l'État de prendre les dispositions. Mais il faut aussi dire quelque chose. Même si l'État prend toutes les dispositions, il faut qu'au niveau des partis politiques aussi, qu'il y ait aussi une certaine prudence. Parce que il est vrai que certains administrateurs, certains responsables au niveau des provinces peuvent prendre des dispositions. Par exemple, les couvre-feux, bien sûr en relation avec l'État central. Mais chaque parti, chaque candidat doit être suffisamment responsable dans les zones qu'il parcourt. Non, mais justement, est-ce que dans une période où nous sommes, par exemple, disons, en période électorale, est-ce que justement le couvre-feu, pour ne pas donner l'impression qu'on voudrait peut-être, pour le fait de sécurité, invoquer le fait de sécurité pour empêcher l'adversaire de peut-être évoluer sur le terrain, est-ce que ces couvre-feux ne doivent pas être, par exemple, ces décisions ne doivent pas être prises de manière à mettre tout le monde au courant, bien informé, avec une information, c'est un consensus autour de tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas être aussi une source de problèmes politiques? Non, je crois que jusqu'à présent, quand même, on n'a pas une administration tellement politisée, à tel point que
dans certaines provinces, on prend une décision pour non, je Un seul commissaire qui n'est pas impliqué. je veux Citez-moi. D'accord. moi je ne connais pas la couleur, je ne connais pas la couleur des hauts commissaires, mais je dis si on arrive a priori, attendez, a priori, il y a quand même, ce sont quand même des responsables Oui, a priori, ils sont neutres. qui prennent des décisions sur la base d'un certain nombre d'informations. Oui, justement, est-ce qu'il ne faut pas Reçu peut-être, compte tenu du des forces contexte, de partager sécurité. cela Et donc, afin que ça ne soit pas interprété ce serait autrement. quand même, je pense que les décisions qu'on prend là, c'est d'abord pour la sécurité des populations, avant même qu'on pense aux élections. Donc, quand même, quand on dit non, c'est pour favoriser une force politique, bon, on va quand même loin. Pour moi, c'est d'abord la sécurité des populations qui est mise en Évariste a la parole et puis on termine avec pas très rapidement Non, sur c'est cette vrai que question. par rapport aux attaques des marchés, villages, on en a débattu longuement Tout à fait. ici. Je ne sais pas, le problème c'est quoi? Est-ce que ces marchés, les jours sont connus, on les connaît dans les villages? Est-ce qu'on est dans une situation d'impossibilité de les sécuriser ou alors de les interdire? Moi, je ne sais pas si chaque fois il faut faire un marché et puis c'est 30 morts, je ne sais Et pas. même des quoi. villages, pas que Oui, des marchés. donc je ne sais uniquement, il y a pas des s'il y a villages. peut-être la gouvernance qui ne suit pas à ce niveau. Mais je note aussi que cette recrudescence-là ne se fait pas seulement au niveau du Burkina. Au niveau du Mali aussi, il y a eu un massacre. Tout à fait. Et au Il y a eu lendemain, jusqu'à 12 lendemain soldats qui sont- de la qui libération. ont péri. Donc finalement, que faut-il penser? Ceux-là qui pensaient que peut-être c'était un geste qui allait apaiser, qui allait... Moi, je n'en sais pas. Mais le couvre-feu aussi, moi, je ne sais pas. Parce que le problème du couvre-feu, quand vous décrétez ça, il faut avoir les moyens de les appliquer, de suivre l'application. Or, ce n'est pas évident. De 20h à 4h du matin, dans le couvre-feu Legault, c'est ce qui a été décidé jusqu'au 9, je crois, jusqu'au 9, je crois. Je regarde la date tout à l'heure. Oui, passe tout dernier mot. Je disais, Parfait disait quelque chose qui m'a un peu intrigué. Il faut que les candidats soient un peu plus prudents et tout. Et je pense que Évariste revient plus ou moins au niveau des marchés. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas les fermer? Je dis que les populations qui ont été tuées, ce n'est pas parce que ces populations ont été imprudentes ou non. Parce que souvent, il y a des questions de survie. Dans les villages, si les gens ne vont pas dans les marchés, ils mangent comment? Qu'est-ce qu'ils font? Souvent, les gens sortent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a cette question-là. Et les candidats, je ne sais pas quel type de prudence ils pourraient avoir. La seule prudence, c'est peut-être de ne pas aller battre campagne. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Merci. Voilà. Oui, Sur ce plan, point-là aussi. bon, Lengani et puis Évariste. Oui, sur ce point des candidats qui doivent prendre des précautions, je suis partagé. Bon, mais de mon point de vue, on a constaté que ceux qui échappent le plus, le mieux aux attaques terroristes, ce sont ceux qui vont sans protection. C'est-à-dire la Croix-Rouge, les organismes qui refusent de se faire escorter. D'accord. Voilà. Moi, Donc peut-être que... je pense qu'il n'y aura pas un problème à ce niveau. Pourquoi? Parce que comme le président l'a dit, on a identifié les zones qui sont hors de contrôle. Personne n'ira battre campagne là-bas. Oui, mais justement, est-ce que en plus, on a taillé zones sur maintenant, mesure. les zones qui sont sous contrôle ne c'est seront ce- pas les zones sous c'est ce qui pression va se maintenant, passer. désormais. C'est ce qui Alors, va se passer. d'accord. Donc, je reviens pour dire que le coup-feu de Coulpé-Logo, c'est du 20 octobre au 19 novembre, de 20h à 4h30 du matin. Merci à vous. On va terminer au plan national avec un dernier sujet, c'est la liste des candidats à la présidentielle et également aux législatives. Et on a eu des listes qui ont été invalidées. Au plan national, il y a eu l'AGIR, liste nationale, l'AGIR et le parent, qui sont des listes Agir ensemble, le parti donc, qui soutient Désiré Kadri Ouedraogo et le parent donc, du professeur Laurent Bado, donc, qui ont vu les listes là, pour des questions de pièces en tout cas, soit des pièces qui ne sont pas à jour, soit des pièces qui sont manquantes. On regarde aussi qu'il y a des partis qui ont eu des problèmes au niveau des problèmes. Il y a beaucoup de recours concernant les listes provinciales au niveau du Conseil constitutionnel. Parmi les candidats également à la présidentielle, il y a eu un recours pour réexaminer une candidature qui a été rejetée. Mais on constate simplement que de tous les candidats, les 14, en tout cas, il n'y a pas de recours contre une personne donnée. Zida Isaac a donc échappé ou parfait? Non, je pense que... la période n'est pas totalement close. Non, je pense qu'on est à la moitié du processus parce que vous savez que ce sont les grands juges qui vont déterminer in fine qui peut être candidat ou pas. Donc, il faut attendre effectivement que... Oui, mais s'il n'y a pas de recours contre un candidat déjà accepté par la CENI, Ah non, il n'y a pas de... Il n'y a pas deux examens. Une fois c'est examiné, il n'y a pas de recours, c'est fini. Non, il n'y a pas de lien.
Il n'y a pas de lien avec la décision du Conseil constitutionnel. Il faut attendre la décision du Conseil constitutionnel pour avoir le fin mot de l'affaire, comme on dit, c'est-à-dire qui est candidat et qui ne l'est pas. Donc, qu'il n'y ait pas eu de recours. Pour qu'on comprenne bien et pour ne Oui. pas qu'on perde les téléspectateurs, quand la CENI fait donc le comité ad hoc sélectionne sur pièce ceux qui sont donc admissibles en dressant la liste, sauf s'il y a recours, le Conseil constitutionnel n'examine plus. Le Conseil constitutionnel pour le contentieux uniquement qu'il ouvre donc cette. Mais est-ce que vous savez par exemple que pour les 14 candidats, est-ce que vous savez qu'il y a un des candidats qui a eu un problème avec la caution, mais qui a été quand même validé par la CENI? Ah donc, ce n'est pas... validé, Non, c'est pour vous dire, attention, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui fera foi. Donc, on ne peut préjuger de rien jusqu'à présent. Et les deux partis, quand même des grands partis. Non, je dirais une chose... parents. Oui, malheureusement, c'est-à-dire que les partis ont eu des mois pour préparer ces candidatures. Donc, quand un problème de pièces se présente, c'est-à-dire que l'administration du parti n'a pas bien fait, n'a pas fait correctement son travail. Ça, on n'a pas le choix que je l'ai dit. Parce que si on vous dit d'envoyer un certificat de nationalité ou bien un casier judiciaire qui date de moins de 3 mois, ou bien on vous dit d'envoyer un acte de naissance et que vous n'arrivez pas à fournir la pièce demandée, bon, c'est-à-dire que c'est à l'interne qu'il y a eu une faiblesse. D'accord. Alors, Évariste, peut-être pour repréciser à l'intention des uns et des autres qui nous suivent, le Conseil constitutionnel s'occupera des contentieux. Ça, c'est des contentieux et puis des recours. Maintenant, c'est vrai qu'à 99%, la liste validée par la commission ad hoc de la CENI risque d'être reconduite. Parce qu'en fait, à ce niveau, ils regardent la régularité des pièces, du point de vue administratif des pièces, la conformité des pièces administratives par rapport au code électoral. Donc, si ça a franchi cette étape, d'ailleurs, il faut se souvenir, en 2015, il y a toujours des listes qui sont recalées, qui sont invalidées. J'ai regardé un peu, on sait qu'en 2015, il y avait 4 listes qui avaient été invalidées, donc ce n'est pas une première. Maintenant, le fait que dans ce cas précis, il n'y a pas eu de recours d'un candidat contre un autre, bon, qui sait, peut-être que c'est le gentleman agreement, peut-être, les gens ont des accords. Aujourd'hui, on est le 18, je crois que c'est la date butoir de recours possible. Je trouve que, en fait, les acteurs politiques dans notre pays n'ont pas forcément ce niveau de conflit ou de trucs. Non, la compétition est ouverte. Tout le monde, tous ceux qui remplissent les conditions peuvent donc prendre part. Chacun se soucie plutôt de sa réélection à lui, plutôt que de contester ou d'attaquer les autres. On laisse cela peut-être donc aux institutions. Donc je pense que c'est normal. Il y a toujours eu des invalidations. Je disais là, il y a une fois sur ce plateau que les gens ont 5 ans pour se préparer pour les listes, etc. Bon, mathématiquement, c'est la dernière année, sinon même le dernier mois, les derniers jours que les gens se battent, etc. Il y a des partis aussi qui laissent 2-3 mois avant, non? Exactement. Bon, donc il y a tout ce contexte-là. Mais moi, je me dis que dans un pays comme le nôtre, qui est dans cette situation présente, la classe politique doit avoir un certain niveau de dépassement. C'est-à-dire, j'ai vu par exemple le Lyon qui a été invalidé pour une question de CNIB et de cadre lecteur qu'il avait ouvert la maison. Dans le temps d'aller chercher, il est revenu trouver que la porte est fermée. Oui, mais justement, pourquoi les gens attendent la dernière minute pour venir? Est-ce que s'il était venu 3 jours avant, il n'aurait pas eu le temps de rechercher ses pièces? Je dis que ce n'est pas normal, d'autant plus que la loi même met une plage. Il y a, je pense, une bonne semaine là que vous avez. Donc, si vous partez le premier jour, vous déposez, s'il y a des problèmes, vous avez 5 jours au moins pour rattraper. Bon, les gens attendent le dernier jour, la dernière minute pour venir. Après, ils se trouvent bloqués. Je suis tout à fait d'accord. Du lex, c'est lex. La loi, c'est la loi. Il faut l'appliquer avec rigueur. Mais je dis en même temps que dans un contexte comme le nôtre, où nous sommes capables d'organiser les élections en violant la Constitution, c'est-à-dire le suffrage universel, direct, égal et secret, est violé dans la mesure où il y a des Burkinabés dont on refuse la participation de fait, parce qu'on dit qu'il y a l'insécurité. Si on est dans ce contexte-là, on peut quand même permettre que quelqu'un qui a oublié sa CNIB et qui l'a... De continuer le viol? Oui, non, oui, pas le viol. Quelqu'un qui a sa CNIB, s'il présente la CNIB, bon, on peut quand même l'accepter maintenant. Moi, c'est mon point de vue. Non, je voulais juste réagir à ce qu'il dit. Pour dire, en réalité, vous voyez ces petits arrangements entre copains,
pour reprendre le livre. Oui, ça c'est vrai, de c'est un Tidé. arrangement, je suis d'accord. Oui. Voilà. Vous voyez ces arrangements-là. Ces arrangements peuvent être bien compris si toute la classe politique est d'accord. Justement. Malheureusement, au Burkina Faso, on a vu plusieurs fois. Peut-être si on le faisait pour le parent ou pour agir ensemble. Pourquoi on non. ferait des arrangements s'il y a des textes qui sont là? Mais voilà. Le code est clair. Non. Le code électoral Le code là, c'est est les textes qui clair. doivent Mais organiser le code les est clair. Mais on peut décider, les acteurs politiques peuvent décider de faire des arrangements en disant oh, si ce n'est qu'un casier judiciaire qui, Alors donc, est-ce que qui ça date voudrait de dire que 2019. est-ce que ça voudrait ici que les gens sont au-dessus de la loi? Laissez-moi finir. Non, monsieur il faut laisser, Ousmane. non. Je veux dire, si tous les acteurs politiques s'entendent pour faire un arrangement, mais ça ne pose pas de problème. Il y a eu même des arrangements. Oui, je veux dire, Il y a eu des arrangements. il y a 5 ans, ces pièces manquantes-là n'étaient pas un problème. Si vous repartez, vous allez savoir avec les anciens commissaires-là que, en son temps, ils avaient permis qu'on puisse s'arranger pour certaines pièces. Aujourd'hui, je veux dire que le mouvement, est-ce que c'est ce de n'est pas dire parce on que, respecte justement, la loi. est-ce que c'est pas parfait? Je dis pourquoi que peut-être on arrive à ça. Peut-être parce que si on le fait pour l'un, demain, quelqu'un d'autre va demander quelque chose de tellement incroyable Mais parfait, à Sylvain. accepter Est-ce ce n'est que pas aussi voilà, du on tout arrive fait à ça. que les compétences, les prérogatives de la CENI en temps ont évolué. Avant, la CENI réceptionnait et c'est le Conseil constitutionnel qui validait. Aujourd'hui, la CENI valide et le Conseil constitutionnel s'occupe que du contentieux. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus conseil pour tout le monde? Non, c'est une question d'entente. D'accord. Si les gens s'entendent, Justement, ils oui. peuvent trouver la solution. D'accord, on va terminer avec Oui. Pazienne, rapidement Paz. Ok, Et puis on va prendre une ou deux personnes au téléphone. D'accord. Je dis, moi, je suis juriste. Je suis très rattaché donc, à mon objet de travail. Il a dit, Duralex, c'est lex. C'est une loi qui dit ce qu'il faut faire. Ce ne sont pas des arrangements. Les gens ne s'entendent pas pour dire non, voici ce qu'il faut. Non, ce n'est pas ainsi. Il y a un certain nombre, il y a des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité qui sont assez précises. Il y a des pièces qu'il faut fournir. Si ces pièces donc sont là, le dossier est recevable. À défaut, ce n'est pas recevable. Et c'est une commission ad hoc qui se réunit pour juste valider. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un qui se retrouve dans l'un des cas d'inéligibilité, par exemple, si quelqu'un avait été déchu de ses droits, la CENI n'avait même pas le droit de publier son nom. D'accord. Vous avez parlé de la question, par exemple, Zida. À ce jour-là, il n'y a aucune condition d'inéligibilité contre Yacouba Isaac Zida. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Maintenant, s'il y a des recours devant le Conseil constitutionnel, s'il y a des recours contre un candidat, le Conseil constitutionnel, le secrétariat, au niveau du greffe, a le devoir donc de transmettre ces informations au candidat qui dispose de 24 heures pour se défendre. Si à ce jour, aucun candidat n'a reçu, par exemple, des griefs, voilà, qui n'a reçu des griefs contre lui, ça veut dire qu'a priori, on peut dire que sa candidature est validée. Maintenant, certains peuvent agir pour que leur candidature elle-même soit validée. Ça, c'est différent. D'accord. Voilà. Alors, on va terminer avec la Côte d'Ivoire. Je vais vous demander très rapidement un mot pour qu'on puisse aussi permettre à deux téléspectateurs, peut-être selon le temps, de réagir également. C'est la Côte d'Ivoire. Tension aujourd'hui quand même sur le terrain. On a vu à Abangourou, le village, on va dire la ville natale de Afinguessan qui est candidat, donc qui s'est rétracté, et d'ailleurs qui est le président du comité donc, qui a lancé la désobéissance civile. Son domicile privé a été donc incendié. Aujourd'hui, la situation est très tendue sur le terrain en Côte d'Ivoire. De l'autre côté, le régime Ouattara continue donc, sa campagne et est parti pour le 31 octobre. Évariste Conseil. Non, ce qui se passe en Côte d'Ivoire était fort prévisible. Ce qu'il faut craindre peut-être, ou qu'il faut souhaiter, c'est que tous ces troubles majeurs-là on arrive à les circonscrire, on arrive peut-être à les désamorcer. Mais ce qui est clair, nous sommes en train d'aller dans un processus électoral empreinte de troubles. Et vraisemblablement, quand on regarde le camp au pouvoir qui n'entend rien du tout, qui fonce, parce qu'ils ont commencé déjà, ils sont déjà bien installés dans la campagne, on va aboutir donc à des élections qui seront donc contestées, donc d'où une crise post-électorale. Ça, c'est ce qui se configure en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'opposition de son côté continue ses mots d'ordre de boycott actif. Mais je note quand même qu'ils disent ce boycott-là doit se faire quand même dans le respect de la légalité. Bon, ça c'est déjà quand même, je pense, un signe quand même d'espoir. Mais à l'allure où les choses sont en train de se dérouler, parce que la campagne est bien lancée,
Et j'ai bien vu, regardons à travers les médias, que le camp de M. Ouattara a bien commencé la campagne. Donc, ça veut dire que les interpellations donc, de l'opposition n'ont aucune chance ou ne risquent pas d'être entendues. Parfait. Sur la Côte d'Ivoire, 4 candidats, il n'y en a que 2 aujourd'hui. Et certains disent même Ouattara est un demi-candidat. Qui est donc Kakabe, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la façon de dire en Côte d'Ivoire, pour dire que Ouattara sera face donc à un candidat de poids plume, insignifiant, etc., affinguessant, et disons, qui reprend le FPI, et Bédié, qui est un des poids lourds, a décidé de ne pas partir. Bon, l'analyse que je fais, c'est qu'on va se retrouver dans la même situation qu'en 2010, avec cette élection où il y avait Laurent Gbagbo et puis Ado. Ado qui avait d'abord été reconnu président, et ensuite il y a eu ce qu'on a connu, la crise post-électorale qu'a connu le pays pendant plusieurs mois. Donc là, on s'achemine vers 31 octobre, une élection qui va avoir lieu et dont le vainqueur ne sera pas reconnu par les autres. Et maintenant, tout sera une question de rapport de force. Hein. Malheureusement, encore, le peuple sera pris en étau parce que on va avoir une majorité, enfin, je n'allais pas dire une majorité, je ne sais même pas comment je vais qualifier tout cela. On va avoir une élection, on va avoir des résultats qui seront forcément contestés. Si le président Ado est réélu, vous êtes sûr que personne ne va l'accepter, en tout cas pas ses... Situation calamiteuse, comme Laurent Gbagbo l'avait dit en 2000. Voilà. Il a été élu dans des conditions calamiteuses. On va prendre notre premier téléspectateur, s'il te plaît, parfait. Notre premier téléspectateur, M. Balboné Issaka, qui appelle de Tienkodougo, qui revient sur l'entretien du président Kaboré. Allô? Allez-y, M. Balboné, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, M. Balboné. Allô? Bonjour, nous on vous reçoit. Allez-y pour votre intervention. Allô? Allô, monsieur Balboné? Oui, bonjour. Bonjour, allez-y pour votre intervention. Oui, ça va, je vous attends très bien. Allez-y donc. Allô? Allô? Monsieur Balboné, on a des soucis avec monsieur Balboné. Pazienne, la Côte d'Ivoire. La campagne électorale actuelle en Côte d'Ivoire, la crise préélectorale aussi, c'est déplorable ce qui est en train d'arriver actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que la solution, comme beaucoup le disent, la constitution ivoirienne permet au président Ouattara, ou en tout cas permet qu'on puisse reporter les élections, la constitution est claire là-dessus, ce n'est pas une clause, voilà. Alors, est-ce que ici, aujourd'hui, la solution, ce n'est pas vraiment le report de cette élection, comme beaucoup d'acteurs l'appellent? Je suis favorable à cette situation. C'est vrai qu'au niveau du Burkina Faso, ce n'est pas possible, mais en Côte d'Ivoire, la Constitution permet qu'on puisse donc reporter les élections. J'aurais aimé que le président Alassane Dramane Ouattara soit favorable à cela, parce qu'il ne sert à rien d'aller à ces élections dans ces conditions. Ça présage déjà d'une crise post-électorale. Qu'est-ce que ça peut devenir? Parce que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, les esprits sont actuellement surchauffés. Est-ce que les gens seront prêts à se donner jusqu'à la mort par rapport à cela pour qu'on revive Parce que là, on a déjà vu des conflits communautaires à Bangourou. Effectivement, on a vu par exemple, il y a des domiciles qui ont été déjà incendiés, il y a des ethnies, les Agnis, qui sont en train de s'attaquer aux autres et inversement. C'est déplorable parce que vous savez, le souci avec la crise politique qu'elle déclenche, en même temps, elle profite raviver les petites tensions qui étaient là. Les conflits ethniques, les conflits religieux, les conflits interpersonnels, c'est déplorable parce qu'il faut travailler à préserver cela. Mais je pense qu'il n'est pas encore tard pour le président Ouattara. Il ne sert à rien de dire j'ai la force de le faire. Sauf qu'à Bouaké, le week-end, disons les 48 heures dernières, le président Ouattara est resté droit dans ses bottes. Il aura élection, pas de report, pas de transition. On va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, qui appelle de Ouaga sur l'attaque au Sénat. Allez-y, M. Lamoussa. Mohamed, j'avais dit, j'interviens sur la situation des 20 morts au Burkina Faso.
D'accord, allez. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas faire des élections dans ces conditions. Moi, je ne comprends pas l'obstination inutile qu'on a à vouloir coûte que coûte. Quand on dit qu'on est le président d'un pays, la première des choses de notre responsabilité, c'est la sécurité du pays. Quand on n'arrive même pas à sécuriser le pays, c'est donc la chose qui doit nous importer le plus. Mais faire des élections dans ces conditions, c'est pour qui alors qu'on fait les élections? C'est pour les hommes politiques ou c'est pour la population? On dit oui, si on ne fait pas les élections, on n'aura plus des personnes avec qui négocier. Mais ça devait nous amener à réfléchir sur pourquoi on fait les élections. Est-ce qu'on fait les élections pour nous-mêmes? Parce que dans ces conditions, j'ai l'impression qu'on ne fait pas des élections pour les Burkinabés, mais c'est pour la communauté internationale. Puisqu'elle met 90% des fonds pour qu'on puisse faire des élections. Comment dans un pays où les gens se disent conscients, on peut accepter ces gens d'aberration? D'accord. Donc, il faut que les gens comprennent que on ne peut pas faire des élections dans ces conditions. On doit se pacifier le pays d'abord. Mais nous sommes déjà... C'est la première chose pourquoi le président de façon a été élu. Et s'il n'arrive pas à sécuriser le pays, je ne vois pas pourquoi il doit être président de façon. Mais nous sommes déjà partis pour les élections. On est à quelques jours de la campagne. Comment on fait? Merci, M. Lamoussa. Oui, Lengani, pour la Côte d'Ivoire, rapidement. Mais deux mots quand même. Oui, finissons avec la Côte d'Ivoire, comme tu n'avais pas pris la parole. Sur la Côte d'Ivoire, comme on le dit tous, on va de mal en pis. Et quand on écoute le discours d'Alassane Dramane Ouattara, moi, c'est ce discours-là qui me fait très peur. Un peu plus radicalisé. Oui, radicalisé, il sort des mots qui ne lui appartiennent pas. Ça, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire, ce n'est pas lui. C'est-à-dire, on met des choses dans sa bouche et s'il ne fait pas attention, ce pourquoi il a lutté pendant autant d'années, il a consenti tant de sacrifices, il risque lui-même de tout détruire. Et c'est ça que moi je crains. Mais je me dis... Est-ce que les autres aussi ne pourraient pas voir la chose dans ce sens-là? Les opposants qui sont face à lui, pourquoi eux aussi ne verraient pas l'intérêt du pays et disent, bon, compte tenu de la situation, bon, écoutez, autant aller aux élections, comme Ouattara dit, venez si vous êtes aussi légitime que ça, le peuple va se choisir. Mais c'est ça, Alassane. Et là encore, comme au Burkina ici, c'est Alassane qui détient la solution. D'accord. S'il y a paix aujourd'hui, c'est Alassane qui doit décider. Si Alassane dit que la Côte d'Ivoire sera en guerre, c'est ce qui va arriver. Sinon, c'est à lui de poser des actes forts qui peuvent amener l'opposition à accepter la tenue des élections, quitte à ce qu'il y ait, au lendemain des élections, qu'on trouve un terrain d'entente. On prend notre dernier téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouaga pour l'entretien du président Kaboré. Allô? Oui, allô, M. Ouedraogo? Oui, allô? Allô? Monsieur Ouedraogo, allez-y. J'espère que vous m'entendez. Hein, parce que on vous entend très bien. On vous entend très bien. Allez-y pour votre... Allô? Allez-y pour votre intervention. Nous, on vous entend. Allô? On vous... Bon, je vais essayer de parler parce que... Éloignez-vous de votre poste. Éloignez-vous de votre poste. Éloignez-vous de votre poste et parlez. En fait, bougez un peu. Oui, on vous entend bien, mais éloignez-vous de votre poste. Allô? On vous entend très bien. En fait, je voulais... en réalité, évoquer le premier point, c'est plutôt concernant la mort la commémoration des 3 ans de la mort de Thomas Sankara. C'était pas plutôt par rapport à l'entretien accordé par M. Roch. Mais en fait, il faut dire que par rapport à l'entretien, j'aurais souhaité que M. Lukman fasse un extrait de juste cette partie, parce que c'est moins de 3 minutes, il aurait pu passer cet extrait-là pour que tout le monde l'écoute. Sinon, l'interprétation qui en est faite, bon, moi je suppose que je trouve que bon, c'était pas la meilleure interprétation. Monsieur Ouedraogo. Sinon que les réfugiés politiques, en tout cas, ils mettent tout en œuvre pour qu'ils viennent, mais ceux qui doivent faire face à la justice vont faire face à la justice. Monsieur Ouedraogo. C'est résumer en tout cas ce que je pense de l'entretien. Maintenant, par rapport aux 33 ans... Monsieur Ouedraogo. Oui, par rapport aux 33 ans... On n'a pas passé... Je vous donne une chose pour continuer. Je dirais que... bon, mon souhait aussi, c'était que M. Tambela, là, il faut équilibrer les débats. Voilà. Monsieur Ouedraogo, je vais vous apporter une réponse rapidement à votre première question. On n'a pas diffusé la vidéo du président parce qu'il y a une loi du CSC qui dit qu'on ne peut pas faire la campagne déguisée. Donc le président étant candidat, on n'a pas pris le risque de le faire. Donc voilà pourquoi on ne l'a pas fait. Voilà, merci.
Donc, on continue. Lengani voulait juste réagir? Oui, d'accord. Non, en fait, sur la Côte d'Ivoire, c'est en fait l'impuissance de l'Union africaine, de la CEDEAO. Parce que nous nous souvenons qu'on a tous vu la délégation de la CEDEAO pour constater, justement pour exprimer leurs vives préoccupations, et ensuite constater le discours empreint de haine au relent communautaire, mais ils ne font rien pour... Ça dit qu'ils sont dans un scénario où ils voient vraiment que le pays va s'installer dans une crise. Mais ils n'ont pas apparemment les outils, ils ne peuvent rien faire. Sauf à regarder. Les organisations internationales y vont, les Nations Unies sont passées, la CEDEAO sont passées, mais qu'est-ce qu'ils peuvent d'autre en dehors de ce que fait décider les Ivoiriens eux-mêmes? D'abord, une seconde. Il y a les Ghanais qui disaient quelque chose d'important. Est-ce que, moi je me suis demandé le contraire, est-ce que Alassane aujourd'hui n'est pas en train de nous montrer son vrai visage? Parce que lorsqu'on aime véritablement un État, je ne pense pas qu'on puisse en arriver là. Aujourd'hui, pourquoi pas les autres candidats? Parce que c'est dans l'intérêt même de la démocratie. L'exclusion à laquelle on nous assistons. Merci, Pazied. On termine avec les gars. Vraiment, on est au terme de l'émission, les gars. On est au terme de l'émission. On a malheureusement débordé. On va donc clôturer cette émission. J'étais donc avec Parfait Silga, qui voulait dire quelque chose, mais je suis sur les transporteurs. Oui, sur les transporteurs. Bon, ce matin, en venant à l'émission, j'ai regardé, j'ai cherché l'essence dans... On n'a pas de carburant. J'ai cherché l'essence dans 4-5 stations, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, ce sont les vendeurs à la criée qui... C'est vrai que on est vraiment au terme de l'émission, mais c'est un SOS aujourd'hui. Tout le monde a ce problème. Ils vendent le litre à 750 francs. C'est un mouvement quand même sauvage, quelque part. Mais c'est le mouvement syndical. Quand on regarde, c'est un pays qui est pris en otage. On ne peut plus rien faire. Alors que le vivre ensemble, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est ça que je dis que l'occasion de discuter sur la question de la réconciliation, il faut aussi inclure ces points de refondation de notre pays. Parce qu'on se retrouve dans un pays qui est pris en otage par des lobbying. Moi, je pense que, vu l'urgence de la situation, s'il faut trouver des compromis pour nous sortir de cela, il faut le faire actuellement. Je ne comprends véritablement pas quel est le problème, parce que les questions de frais, je ne les maîtrise vraiment pas. Mais je pense qu'il ne faut pas tenir actuellement un discours, on va dire quoi, extrémiste dans les deux camps. Il faut s'entendre, parce que les gens en pâtissent de toutes les façons, et tout le monde est ici, tout le monde est otage. On ne pourra pas envoyer les enfants demain à l'école, hein, ça c'est sûr. Parce que nous sommes otages des transporteurs, nous sommes otages des transporteurs et du pouvoir. Merci à vous, parce que c'était un problème assez sérieux. Merci à vous. Donc, j'étais avec Parfait Silga est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être passé. Pazien juriste, Pazien est juriste, donc il est consultant. Merci Paz d'être passé. Merci. Isaka Lengani, journaliste, directeur de publication de l'Opinion qui paraît en ligne. Merci d'être passé. Et puis enfin, Faustin Ivaris Concebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum Alternatif des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.